Sylvain Charbonneau, donc chef du transfert des connaissances et innovation, donc à la direction des affaires universitaires, enseignement et recherche. Écoutez, aujourd'hui, ben, c'est un grand jour, en fait. Non seulement parce que nous avons d'excellents conférenciers, conférencières là, qui nous parleront d'un sujet d'actualité, mais aussi parce que c'est la première conférence sous la bannière de l'unité synaptique. Donc, vous voyez le logo juste ici, là, juste ici sous mon doigt, et que les conférenciers, conférencières avaient aussi, dans leur arrière-plan. Donc, euh, il faut le dire, en fait, bon, cette unité synaptique est notre unité de mise en œuvre d'événements en transfert des connaissances qu'on a récemment mis en place. En fait, nous tenions à trouver un nom évocateur là, parmi les différentes propositions de noms qui nous ont été proposées. Puis ce choix, dans le fond, on est arrêté sur synaptique parce que ça représente en même temps les forces de notre établissement, là, notamment en santé mentale, en neurosciences, mais également aussi dans le transfert de l'information, hein. Vous le savez, synaptique, en le fond, ça rappelle les connexions synaptiques là, de nos cellules neuronales, notamment permettant là, la connexion entre les neurones, là, et ce qui permet aux neurones de communiquer entre elles. Donc, derrière ce logo, bien évidemment, il y a toute une équipe, hein, toute une équipe qui coordonne, qui accompagne, qui planifie, organise aussi les conférences auxquelles notamment vous assisterez. Donc, celle d'aujourd'hui, évidemment. J'en profite d'ailleurs pour les remercier, remercier toute l'équipe aussi derrière ça, les féliciter aussi pour tout le travail de réalisation qu'ils ont mis en place. Cette unité, donc synaptique, tentera au fil des mois et des années à répondre, en fait, on le souhaite, de répondre à un important mandat qui est celui de contribuer à véhiculer, à transmettre, à disséminer le savoir, en fait, les savoirs, devrais-je dire, donc, au courant des prochaines années. Ces savoirs et ces connaissances de thématiques diverses proviendront certes de différentes équipes cliniques et administratives de notre établissement et de nos centres de recherche, mais également d'autres partenaires du réseau, de notre réseau en soins et services de santé, soins et services sociaux, pardon, et de diverses organisations et de divers milieux également. Donc, nous vous invitons évidemment à rester à l'affût de nos prochains événements et à les partager là, dans vos réseaux personnels et professionnels. Donc, sans plus tarder, voici nos présentateurs et présentatrices qui sont donc M. Pierre Lemay, directeur adjoint à la direction qualité de l'évaluation de la performance et de l'éthique, la DQEPE. Donc, bonjour. Madame Alessandra Tavernet-Essé, agente de planification, programmation et recherche pour le programme de fluidité. Et également Madame Émilie Marcil, agente de planification, programmation et recherche au service de performance et statistiques de la même direction, la DQE-PE, du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Donc, aujourd'hui, la présentation aura pour titre Mesurer pour agir la fluidité hospitalière. Donc, nous vous invitons à la fin de la rencontre à poser vos questions là, dans la section notamment QR, là, questions et réponses, ou verbalement. Donc, on va activer évidemment les fonctions de caméra et de micro pour que vous puissiez effectivement là, poser vos questions. Donc, notre modératrice aujourd'hui sera Madame Samantha Gontijo-Guerra, qui s'occupera notamment de poser vos questions à haute voix là, aux présentateurs et présentatrices à la fin, comme je le mentionnais, de la présentation. Alors, écoutez, je vous passe la parole. Merci infiniment de votre présence, tout le monde, et bonne conférence. Merci. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui en si grand nombre. Donc, on veut vous faire une courte présentation là, sur mesurer pour agir sur la fluidité hospitalière. On peut passer. Donc, on va, tout au long de la présentation, on va vous présenter, en fait, qu'est-ce que c'est actuellement le programme de fluidité au CIUS de l'Ouest de l'île. On va vous parler un petit peu de trajectoire de soins et services, des outils de suivi de la performance qu'on s'est donnés, des sources et des transformations des données, puis, surtout le plus intéressant, bien, comment on a arrimé ces données-là, puis comment on a travaillé ces données-là pour les rendre utiles dans la gestion de la fluidité hospitalière, puis dans les projets qui sont mis en place dans le CIUS. Donc, on vous donnera quelques exemples de projets. On vous donnera et présentera quelques exemples de projets sur lesquels on agit pour la fluidité hospitalière avec les données. Et un dernier point sur la qualité et la gouvernance des données. Donc, les objectifs de la présentation aujourd'hui, bien, en fait, c'est vous parler du concept de fluidité hospitalière. On va le faire brièvement, juste pour que
tout le monde soit à niveau et que vous comprenez bien là, ce qu'on va présenter et dans quelle langue ça va s'inscrire. Mais surtout, on veut vous montrer les outils développés pour faire le suivi des indicateurs de performance pertinents et comment ça s'intègre dans les actions cliniques, dans les actions de tous les jours de nos cliniciens, autant médecins, infirmières et autres professionnels de la santé. Donc, comment ça s'intègre ces outils-là dans leurs actions et comment ça leur permet de faire avancer différents projets pour améliorer la qualité des soins et services et l'accessibilité pour nos patients dans l'ouest de l'île. Et finalement, on va discuter de quelques actions cliniques ciblées qu'on a identifiées et qu'on voulait un peu vous partager, faire le parallèle entre ces données-là. Donc, en gros, ce qu'on veut faire, là, c'est vraiment de vous montrer comment on a pris des données, on a amené ça dans les projets cliniques, puis comment les équipes cliniques utilisent ce volet-là pour avancer et améliorer la qualité et les soins et services. Donc, dans le fond, peut-être juste poser un peu les acteurs qui sont présents. Donc, dans notre CIUS, on a une DQEPE, comme dans l'ensemble des CIUS. Donc, notre travail en soutien aux équipes cliniques a constitué beaucoup dans l'aspect de diffusion des données administratives et cliniques et administratives sur notre portail sécurisé, de développement d'outils de suivi, d'analyse, de gestion de l'information pour les équipes et plus précisément d'analyse de cette trajectoire-là pour le suivi des activités cliniques et le soutien à la prise de décision. Donc, vraiment, tout le travail qui entoure le volet clinique pour identifier des indicateurs, identifier des problématiques, puis mettre des chiffres, mettre des données sur ces problèmes-là et sur ces indicateurs-là qui peuvent être utilisés. Alexandra. Merci. Alors, merci beaucoup pour l'introduction, Sylvain. Je vais vous parler un petit peu du programme de fluidité du CIUS de l'Ouest de l'île. Alors, comme vous savez, la fluidité hospitalière est vraiment une priorité organisationnelle, puis ça date de nombreuses années. Mais je dirais que le programme de fluidité de notre CIUS a quand même eu une refonte majeure en octobre 2022, où est-ce qu'on a eu la création d'un comité fluidité CIUS qui est mené par notre DGA. Et dans le fond, le but de ce comité-là, c'est d'orienter, de soutenir nos équipes locales. Alors, la création des équipes locales, dans le fond, de nos 3 hôpitaux de santé, alors soit celle de St. Mary's, de La Salle et du Lakeshore, ainsi qu'une équipe locale pour la santé mentale qui touche un peu plusieurs centres hospitaliers. L'objectif est vraiment d'aider à identifier les problèmes de santé dans la trajectoire du patient avec l'utilisation des indicateurs pour mieux outiller les cliniciennes ainsi que les gestionnaires à prioriser les projets qui peuvent avoir le plus grand impact sur la fluidité hospitalière. Ceci vraiment étant en fonction des objectifs et non de perception. Alors, on voit ça souvent, on a beaucoup de perceptions de problèmes, mais de mettre l'accent sur vraiment mesurer nos indicateurs pour aller prioriser nos projets. On connaît tous une capacité réduite dans la plupart de nos équipes suite à la pénurie de main-d'œuvre. Alors, cette priorisation de projets et d'actions est vraiment primordiale. Alors, l'utilisation de nos indicateurs de suivi a vraiment pour mission de mesurer le rendement des actions impliquées dans l'atteinte de nos objectifs. Alors ici, vous voyez un schéma qui illustre, dans le fond, le concept de flot de clientèle qui transite par l'urgence. Alors, ça vient du ministère. Il démontre, dans le fond, plusieurs types de soins et de services qui sont offerts au public. Le modèle, il repose vraiment sur 3 phases du flot de gestion de la clientèle de l'urgence. Alors, vous voyez à gauche, c'est qu'est-ce qu'on appelle en amont. Alors, dans le fond, tous les services qui sont offerts avant l'arrivée à l'urgence, soit ceux de la première ligne, la communauté ou même l'hébergement. En intra, le thème intra est la phase de l'urgence. Alors, en rouge, dans le fond, toutes les interventions qui sont faites vraiment au niveau de l'urgence de l'hôpital. Et après ça, toutes les actions en aval. Alors, le thème aval est utilisé pour tout ce qui est offert après avoir quitté l'urgence. Alors, ça peut être des alternatives à l'hospitalisation, ça peut être une autre fois la première ligne, l'hébergement et autres. Alors, notre CIUS n'est pas le seul. Il y a
beaucoup d'urgences au niveau du Québec et que l'urgence est vraiment le goulot de notre système de santé. Par contre, l'ensemble des interventions vise vraiment l'amélioration de la fluidité de la gestion du parcours de soins qui touche l'amont, l'intra et aval. Alors, toucher vraiment les 3 phases. Merci, Émilie. Oui, donc je débute la partie qui va vous présenter des exemples d'outils, de mesures qu'on utilise, qu'on a développés au CIUS de l'Ouest de l'île pour vraiment la gestion de la fluidité hospitalière et autres projets. Donc, le premier élément à considérer dans le suivi de la performance dans notre CIUS, c'est notre portail de suivi de la performance qu'on a développé il y a déjà quelques années déjà là, dans le service performance et statistiques. Donc, c'est une plateforme centralisée pour le suivi de la performance. Donc, on y retrouve beaucoup de rapports et de tableaux de bord sur différents thèmes, donc du CLSC en passant par l'urgence, la protection de la jeunesse, même gestion des ressources humaines. Donc, on a vraiment du contenu pour aider les gestionnaires à prendre des décisions. Donc, la façon qu'on fonctionne, en fait, au service performance et statistiques, c'est selon les besoins communiqués par certains gestionnaires ou certains cliniciens là, du CIUS. Ils communiquent leurs besoins en termes de données, de statistiques, en termes de rapports automatisés. Nous, comme équipe, on prend en charge une partie du projet pour développer du contenu pour les aider à avoir accès à des rapports automatisés. Par la suite, on les publie sur notre portail de suivi de la performance et ces personnes-là ont accès donc en tout temps à leur rapport automatisé. Ça se met à jour automatiquement. Ce portail-là est accessible à tous, à tous les employés du CIUS de l'Ouest de l'île, évidemment. Donc, il y a certains contenus qui est accessible à tous. Donc, vous pouvez aller explorer, voir des rapports qui touchent l'urgence, par exemple, ou d'autres thèmes. Il faut aussi mentionner, par contre, qu'il y a certains contenus qui est sécurisé. Donc, pour un souci là, de confidentialité des informations, mais il y a beaucoup de contenu qui est vraiment accessible à tous. Donc, c'est la plateforme vraiment centrale pour le suivi de la performance, puis tout le contenu qu'on va vous présenter là, dans cette présentation-ci, en général, se retrouve là, sur le portail. Donc, je vais débuter avec quelques exemples plus concrètement sur certains indicateurs qu'on mesure pour la fluidité hospitalière, entre autres. Donc, je vais vous donner différents exemples. Ce premier exemple ici, c'est un graphique relativement simple qui présente le nombre de visites à l'urgence en provenance des centres d'hébergement, donc CHSLD, RPA ou ressources intermédiaires. Donc, lorsque des patients provenant de ces installations-là se présentent dans nos urgences, on répertorie ces visites-là. Puis, on a fait un graphique là, qui montre le nombre de visites selon la période. Donc, c'est assez simple comme graphique, mais plus tard, Alessandra va vous en parler un petit peu plus précisément par rapport à un projet là, qui suit cet indicateur-là, entre autres. Un autre type de contenu, c'est par exemple ce rapport ici de l'état actuel des urgences, un rapport qui est très populaire sur notre portail, donc beaucoup consulté. Et c'est un rapport, comme le dit le titre, là, vraiment, c'est une photo de la situation actuelle de nos 4 urgences, de nos 4 centres hospitaliers. Donc, on retrouve des indicateurs comme le taux d'occupation des civières, les durées moyennes de séjour des usagers et c'est vraiment mis à jour régulièrement, plusieurs fois par jour.
L'objectif de ce type de rapport-là, qui est vraiment une photo actuelle, c'est surtout en fait pour pouvoir constater l'état de certains indicateurs et, si possible, là, agir là, sur certains indicateurs. Donc, ce n'est pas nécessairement dans un but d'analyse à long terme, mais c'est vraiment pour connaître la situation actuelle et possiblement agir le plus rapidement possible selon les indicateurs qui sont présentés dans ce rapport-là, notamment. Maintenant, on se déplace vers les unités de soins des centres hospitaliers. Ici, on a un tableau, en fait, qui démontre là, la durée moyenne de séjour sur nos unités de soins, mais par diagnostic ciblé. Donc, les DRG, les grandes familles de diagnostics. Donc, ici, on peut voir, en fait, que pour chacun des diagnostics, il y a des cibles qui existent, donc des cibles provinciales ou des cibles plutôt locales, si on veut, là, pour nos installations. Donc, ça permet de voir ici, selon le DRG, où se situe chacune des unités par rapport à la cible. Donc, est-ce que l'unité rencontre la cible, est près de la cible? Quel est l'écart avec la cible pour vraiment savoir où on se situe, où se situent les unités de soins, puis ensuite pouvoir vraiment là, faire la trajectoire là, plus fluide pour certains DRG. Donc ça touche beaucoup la fluidité hospitalière lorsqu'on parle de DMS là, dans les unités de soins. Un autre contenu qu'on a développé pour spécifiquement vraiment pour la fluidité hospitalière, c'est une page qui est dédiée aux indicateurs de la fluidité hospitalière sur notre portail, toujours. Donc, on a répertorié vraiment beaucoup d'indicateurs, plus de 50 indicateurs qui sont en lien avec la fluidité hospitalière. Donc, on parle des indicateurs vraiment autant en amont de l'urgence, à l'intérieur de l'urgence et en aval de l'urgence, donc sur les unités de soins, les usagers NSA, par exemple, ou même les CHSLD. Donc, cette page-là permet en fait de vraiment suivre certains indicateurs. Les indicateurs sont pour la plupart calculés quotidiennement. Donc, on peut avoir la valeur de la journée en cours. Puis, on peut aussi voir la valeur d'un indicateur périodiquement. Donc, c'est un bon outil pour suivre quotidiennement certains indicateurs, mais aussi le voir un petit peu plus à plus long terme, plus en analyse de tendance, puisqu'on a aussi la possibilité de voir ces indicateurs-là sur des graphiques. Donc, des graphiques qui montrent l'indicateur des 30 derniers jours ou des 13 dernières périodes. Donc, ça nous permet de voir où on se situe présentement par rapport aux données un petit peu plus historiques, si on veut. Donc, ça, c'est vraiment aussi un outil de suivi qui a été développé pour la fluidité hospitalière, qui est utilisé dans notre CIUS. Maintenant, je vous ai montré quelques exemples seulement, évidemment, là, d'outils, de mesures qu'on a développés dans notre CIUS. Peut-être que certains d'entre vous vous posez la question, mais comment est-ce qu'on calcule tous ces indicateurs-là? D'où viennent toutes ces données-là, ces informations-là? Donc, en fait, c'est vraiment, il y a 3 grandes étapes pour arriver au produit fini. Premièrement, la source des données, en fait, c'est littéralement lorsque les usagers reçoivent des soins, se présentent dans nos installations.
tout ou presque est entré dans un système informatique, qu'on appelle là, les applications cliniques. Donc, l'information des usagers et aussi les soins qu'ils reçoivent. Tout ça est entré dans les applications cliniques. Donc, quand on parle d'applications cliniques, peut-être vous en connaissez quelques-unes, là, on parle de Siurge, Médurge, Opéra pour le bloc opératoire, Medipatient pour les unités. Donc, il y en a plein d'applications cliniques dans toutes les sphères du CIUS. Puis, à chaque fois qu'une information est rentrée dans ces systèmes-là, mais ça nous donne des données là, sur les soins et services. Donc, ces données-là sont tous transférées dans un grand entrepôt de données. Donc, on peut imaginer le nombre d'informations et le nombre de données qui se trouvent dans ces entrepôts de données-là. Donc, ça, c'est géré là, de notre côté avec les TI aussi, l'entrepôt de données. Mais pour utiliser les données, vraiment, il faut les transformer d'une certaine façon aussi et s'assurer d'aller chercher les bonnes données pour pouvoir produire les rapports et les tableaux de bord, par exemple. Donc, vraiment, une fois que les données sont transformées, il y a des analyses de données qui sont faites dans notre équipe pour vraiment s'assurer qu'on répond aux besoins d'indicateurs de performance, de savoir comment le calculer et s'assurer aussi là, que c'est des informations de qualité. Ensuite, ben, comme je disais plus tôt, on publie les rapports sur notre portail de suivi de la performance où on gère aussi là, la sécurité et les accès aux différents contenus qu'on produit. Donc, ce qui est à retenir là-dedans, c'est vraiment que la source de données du produit fini dépend beaucoup de la saisie des données qui est faite en amont à chaque fois qu'un usager reçoit un soin ou un service directement dans les installations. Donc, c'est vraiment avec ces données-là que nous, on est capable de travailler pour produire des rapports et des tableaux de bord qui reflètent le plus possible la réalité. Donc, ça fait un peu le tour pour les exemples d'outils de suivi. Donc, je vais laisser la parole à Alessandra pour les projets de fluidité. Merci, Émilie. Alors, dans le fond, ensemble, nous allons voir quelques exemples de projets en cours dans notre CIUS. Il y a des projets qui sont quand même, qui proviennent du ministère, alors probablement dans vos centres à vous, c'est des projets qui sont en cours aussi. Mais chez nous, le 20 mars dernier, soit, dans le fond, le déploiement du projet ministériel entre l'urgence santé et les ressources pour personnes âgées, les ressources intermédiaires ainsi que les centres d'hébergement de soins de longue durée. Alors, c'est le même graphique qu'Émilie vous a montré tantôt, où est-ce qu'on peut voir le nombre de visites aux urgences par provenance, alors dépendamment de où est-ce qu'ils vivaient avant l'arrivée au CH. Dans le fond, le nombre de visites dans nos urgences d'usagers qui proviennent de ces installations est d'environ 200 à 400 usagers par période. Et ceci, ça représente environ 5 à 10 de nos visites totales. Par contre, comme on sait bien, les patients qui viennent de ces types d'installations sont souvent très âgés et ont aussi beaucoup de comorbidités importantes qui mettent une énorme pression sur nos urgences, ainsi que nos unités de soins. Souvent, c'est des patients qui vont être hospitalisés aussi. Alors, quelques actions cliniques dans le fond de ce projet incluent la mise en place d'une infirmière du soutien à domicile pour l'évaluation téléphonique de ces usagers-là. Alors, quand les patients appellent pour avoir une ambulance, dans le fond, l'équipe SAD va faire vraiment un appel téléphonique pour évaluer le cas, avec possibilité d'intervention dans le milieu de vie du patient ou peut-être un transfert dans une clinique, soit une GMF et autres. L'objectif, c'est vraiment d'éviter un transfert qui n'est pas nécessaire à l'urgence, qui peut être, dans le fond, pris en charge par d'autres services qui sont offerts dans la trajectoire des soins.
Alors, le résultat qui est attendu, on vient juste de commencer. Alors, on voit la P13, excuse-moi, dans le graphique. On vient de débuter. Alors, on souhaite en termes de résultats de voir dans les prochaines périodes une diminution des visites à l'urgence en provenance des RPA, RI et CHSLD. On va passer à la prochaine diapo. Alors, un autre projet qui est présentement en cours dans 2 de nos installations. Le ministère, dans le fond, suit, comme vous savez, plusieurs indicateurs. Un des indicateurs de suivi est le délai entre la demande d'admission à l'urgence et le départ de cet usager-là sur l'unité de soins. La cible du ministère est d'environ 6 heures pour cet indicateur-là. En moyenne, dans nos centres hospitaliers, on est aux alentours de 15 à 30 heures. Alors, on a vraiment un grand écart entre nos moyennes et la cible. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer et atteindre la cible ministérielle pour cet indicateur-là? Alors, ici, vous voyez dans le graphique, dans le fond, une décomposition de la durée moyenne de séjour d'un usager dans nos urgences. Alors, la durée moyenne de séjour, c'est le temps qu'il est à l'urgence, la moyenne dans le fond. Et vous voyez en rouge un peu l'indicateur que j'ai nommé. Alors, la demande d'admission jusqu'au départ. Alors, ça, c'est un exemple d'un de nos centres qui était aux alentours de 20 heures. Alors, pour mieux, dans le fond, identifier les goulots, chez nous, le Perfocentre était capable de séparer cet indicateur-là en 2. Alors, vous voyez l'indicateur numéro 52 et 39. Ça provient vraiment du portail dans la section outils fluidité hospitalière qu'Émilie mentionnait tantôt. Alors, on peut vraiment voir la différence entre 2 indicateurs. Alors, le premier étant le délai moyen entre la demande d'admission et l'octroi du lit. Et après ça, on a un deuxième indicateur qui est entre l'octroi du lit et le départ vers l'unité de soins. Alors, on va passer à la prochaine diapo pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a été fait pour essayer de cibler, dans le fond, les goulots et avoir des actions mises en place pour l'amélioration de cet indicateur-là. Alors, pour mieux identifier les goulots qui causent ces délais-là, on a fait une analyse par un Time and Motion Study. Dans le fond, dans cet exercice, on a fait 2 visites à l'hôpital qui étaient ciblées. La première visite était vraiment une visite pour rencontrer les équipes terrain. On a rencontré des agentes admin, des préposés, des infirmières, les médecins, l'équipe d'hygiène et salubrité, les assistantes infirmières-chefs. Alors, on a essayé vraiment de faire le tour de tous les intervenants qui font partie de ce processus-là. Et dans le fond, cette visite-là nous a permis de bonifier, de détailler une cartographie avec toutes les actions. On a suivi vraiment les actions entre le congé signé sur l'unité de soins par le médecin et jusqu'à l'arrivée de l'usager qui était en provenance de l'urgence. On a eu une deuxième visite au centre hospitalier où est-ce qu'on avait une équipe d'environ 6 personnes qui était là physiquement pour mesurer, dans le fond, chronométrer le temps entre chaque action sur 3 unités de soins qui étaient ciblées. Et ceci nous a permis, dans le fond, de faire une analyse et vraiment d'identifier des goulots avec des statistiques et non seulement basées sur les perceptions. Alors, on a vu quand même un écart entre la première visite où est-ce que beaucoup d'enjeux étaient nommés par le personnel et notre deuxième visite où est-ce que vraiment on a pu mesurer les goulots et les mentionner dans notre rapport. Le schéma que vous voyez, ça résume dans le fond les résultats qui ont alimenté le comité fluidité locale pour mieux cibler les actions à mettre en place pour améliorer cet indicateur. Un exemple très facile qui était mis en place, c'était l'utilisation des salons de départ pour les patients qui attendent le transport. On a vu beaucoup de délais pour les transports, puis on peut aller chercher jusqu'à 4 heures 4 heures moins de temps, dans le fond, dans ce délai-là. On va passer à la prochaine diapo. Alors, un autre projet un peu plus en aval, alors sur les unités de soins, pour ceux qui connaissent moins le thème, mais le thème de NSA, c'est le niveau de soins alternatifs. C'est le thème qu'on va donner à nos patients dans nos centres hospitaliers de courte durée qui n'ont plus besoin de soins en courte durée.
mais qui ne peut pas quitter. Ça peut être suite à des facteurs physiques ou sociaux. Alors, le ministère suit ces patients de très près. On a vraiment des cibles très spécifiques pour ces cas-là. On a aussi le thème de FRA, FRA, pour la fin de réadaptation active. Et ça, c'est dans le fond plutôt pour les patients au niveau du centre de réadaptation. Alors, ce sont des indicateurs suivis de très près, que ce soit du ministère ou de nos équipes. On mobilise vraiment beaucoup, beaucoup d'intervenants pour essayer d'améliorer la fluidité. On sait que ces patients occupent des lits de courte durée qui n'en ont pas besoin, qui fait en sorte que ça engendre beaucoup de délais au niveau des patients en attente d'admission à l'urgence. Alors, une des actions qui sont présentement en cours, c'est des rencontres, on appelle ça chez nous des SWAT NSA. Dans le fond, c'est des rencontres presque hebdomadaires, dépendamment du site, où est-ce qu'on mobilise plusieurs intervenants. Ça peut être le corridor médical, on va voir la DSM, les intervenants, les physios, les TS, on a les infirmières, on a vraiment toute l'équipe qui représente les stades, qui vont être là pour être en mesure d'évaluer, dans le fond, les cas, tous nos cas NSA et mettre des actions en place pour essayer de diminuer nos taux et atteindre la cible. Alors ici, vous voyez, dans le fond, dans les graphiques, c'est des graphiques qui proviennent vraiment du Perfocentre, où est-ce que ça nous alimente un peu où se situent nos 3 centres hospitaliers. On peut aller chercher les informations sur notre population et on peut aussi aller extraire d'informations sur ceux qui appartiennent à d'autres CIUS. Alors, ça, c'est qu'est-ce que vous voyez dans d'autres rapports. Merci. Avant de conclure, on vous a présenté quelques exemples de projets, mais on veut mettre l'accent quand même sur un élément majeur, c'est sur la qualité des données. On travaille très fort avec nos équipes, avec les équipes cliniques, et pour améliorer la fiabilité à chaque fois qu'on réalise des projets, comme Alexandra l'a partagé, que ce soit le Time in Motion ou d'autres projets, ça nous permet de améliorer les processus de collecte, de valider si la formation aux usagers aux intervenants qui font la saisie est adéquate, etc. Donc, ça nous permet de rehausser la qualité en continu malgré tous les efforts qu'on fait. Puis, parce qu'on souhaite que la fiabilité soit la plus grande possible pour que la prise de décision soit le plus éclairée possible. Évidemment, ben, vous êtes sûrement au courant, il y a une partie de ces données-là qui est publique sur le site du ministère de la Santé. Donc, on veut s'assurer que ce qui est représenté aussi, c'est conforme à ce qu'on a. On est en train de mettre une gouvernance des données dans notre CIUS autour de l'utilisation, de la transformation, de la maintenance des données. Donc, on est en train de travailler ce volet-là qui est notre prochaine étape pour renforcer cette capacité-là à prendre des décisions éclairées là, sur nos données. Et puis, voilà, on peut aller à la diapo suivante. Donc, dans le fond, si vous êtes employé du CIUS, vous rappelez que vous avez le portail de suivi de performance qui est accessible à vous. L'adresse est dans le PowerPoint qui sera joint à vous. Et sinon, vous pouvez toujours consulter les tableaux de bord ministériels, le lien de l'outil public qui est aussi mis dans le PowerPoint. Donc, ça mettrait fin, je crois, à notre présentation parce qu'on nous a demandé de laisser la place pour des questions. Donc, si vous avez des questions, oui, n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse courriel est disponible ici. Voilà. Donc, Sylvain, je redonne la parole à ton équipe.